Chaoui, président d'Al-Karma. Bonjour mesdames et messieurs, je tiens à remercier Madame Valérie Pécresse et Monsieur Patrick Caram pour le travail qu'ils réalisent. En préambule, je tenais à dire que longtemps la Syrie n'avait pas eu à se poser la question de la lutte contre les discriminations et les violences contre les communautés persécutées, ce qui constitue un modèle d'unité nationale à peu près unique au Proche-Orient. La Syrie est souvent comparée à une mosaïque où chaque composant trouve sa place naturellement, sans autant renoncer à ses spécificités religieuses ou ethniques. La diversité qui est parfois source de rivalité et d'hostilité dans certains pays d'Orient a toujours été comparée comme richesse en Syrie. À cet égard, la notion de laïcité syrienne me semble d'ailleurs vécue de manière plus dynamique et moins contraignante qu'en France, par exemple. Contrairement à d'autres pays, notamment en Orient, où la religion est un facteur de supériorité ou d'infériorité, la Syrie fait reposer l'égalité de chacun sur la citoyenneté. Hommes ou femmes, musulmans ou chrétiens, tous les Syriens sont égaux face à la loi. En tant que Syrien, femme et chrétienne, je peux en témoigner. Chez nous, jusqu'à la guerre qui a éclaté en 2011, le passeport syrien, la citoyenneté syrienne étaient les meilleures garanties contre l'oppression en raison de sa foi ou de ses origines. L'organisation État islamique et l'ensemble des groupes terroristes se sont lancés dans des campagnes de persécution systématique des chrétiens. Mais les islamistes, inspirés par l'idéologie wahhabiste ou celle des frères musulmans, ont aussi attaqué les musulmans chiites, les alaouites, les ismaéliens, les kurdes et même les sunnites modérés, parfois encore plus férocement que contre les chrétiens. Le cheikh al-Bouti, exemple de modération, qui a été tué par une explosion dans sa mosquée, est une grande preuve. Partout où le gouvernement a pu reprendre le contrôle du territoire, les persécutions communautaires se sont arrêtées. La présence des forces gouvernementales était l'assurance pour les populations de recommencer à vivre en sécurité. C'est le cas par exemple à Alep, alors que la ville a longtemps été coupée en deux et des victimes de combats des deux côtés. On n'a jamais vu un seul Syrien passer des quartiers ouest sous contrôle syrien vers les quartiers est dominés par les groupes islamistes. La côte syrienne a reçu plus de 2 millions de déplacés d'Alep et d'Idlib qui vivent et travaillent en harmonie malgré les différentes confessions. Pour conclure cette présentation générale, je dirais que la base pour faire cesser les persécutions partout au monde repose sur 4 points. Favoriser la cohabitation pacifique entre les communautés ethniques et religieuses sur le modèle de la mosaïque syrienne, mais aussi grâce à des initiatives privées, notamment via des actions et humanitaires et caritatives. Je pense qu'il faut également promouvoir un État laïque capable de respecter les libertés de toutes les communautés. C'est le cas en Syrie où la loi civile n'est pas indexée à la charia. Les chrétiens ont des droits particuliers en matière de mariage ou d'héritage et n'ont pas à se conformer aux droits islamiques. Enfin, il faut des actions privées comme j'en mène avec les ONG Al-Karma et SOS Chrétiens d'Orient. Nous favorisons des créations d'entreprises, commerces, cabinets médicaux, etc., qui servent de bien commun et permettent de faire vivre des chrétiens mais aussi des musulmans. Tout cela contribue à la cohabitation pacifique. Deuxièmement, et très essentiel, favoriser le retour chez eux des réfugiés chrétiens. Les multiples crimes de l'organisation État islamique et des groupes islamiques armés ont provoqué de véritables exodes de population en Irak et en Syrie, vidant ces pays de leurs forces vives. Sous couvert de bonnes intentions, l'Occident a facilité cette émigration catastrophique pour les pays de départ. Il s'agissait en fait d'une véritable hémorragie. Résultat, les équilibres ethniques et religieux ont été bouleversés et leur départ à long terme risquerait de laisser une écrasante domination à un islam radical,
ce qui favoriserait à terme l'éruption sous une forme ou une autre d'un nouveau État islamique. Il est donc crucial pour les pays d'Europe et d'Occident de favoriser le retour des chrétiens et des autres communautés d'Orient dans leur pays. Ceci afin de reconstituer une mosaïque ethnique et religieuse garantissant la paix et la stabilité au Proche-Orient. Troisièmement, lutter contre les extrémistes diffusant une vision intolérante du monde qui ont mis le Proche-Orient, mais aussi le Yémen, une partie de l'Afrique et même de la France à feu et à sang depuis de trop longues années. Pour cela, il faut limiter l'influence du wahhabisme des frères musulmans et de toute forme d'extrémisme islamique, en favorisant un islam modéré, acceptant la tutelle d'un État laïque qui avait comme berceau la Syrie. Diplomatiquement, il faut accepter d'exercer des pressions sur les pays qui financent l'extrémisme et parfois le terrorisme, comme l'Arabie saoudite ou le Qatar. En définitive, quatrièmement, il faut également favoriser un islam modéré en Europe comme partout, en formant des imams modérés, inspirés par une vision raisonnable de l'islam. Des imams formés qui pourraient répandre un islam compatible à la laïcité et à la société du pays d'accueil. Cette promotion d'un islam pacifique devrait également être exportée en Europe. En 2008, le grand mufti de la Syrie avait suggéré devant le Parlement européen cette coopération entre nos pays pour juguler les prêcheurs de haine qui ont pris l'ascendant dans les mosquées françaises et européennes, avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. Aujourd'hui que la guerre touche à sa fin, mais que la menace de l'islamisme radical existe toujours, même en France, il me semble vital de renouer le dialogue et de travailler à une déradicalisation efficace. Je vous remercie pour votre attention